Quand Patrice m'a demandé de venir il y a quelques mois, au départ, pourquoi venir dans cet événement dont il m'a parlé depuis si longtemps? Et après avoir fait un bon repas, en fait, il m'a convaincu. Et donc, par contre, la thématique, c'était carte blanche, du moment que ça parle d'agilité. Alors, comme je suis issu du sport, neurosciences, etc., je dis pourquoi pas parler justement du mouvement, de l'agilité cérébrale, etc. Donc, on va essayer d'évoquer un sujet, après avoir remercié bien sûr les sponsors, grâce auxquels on a très bien mangé ce midi, avec des photos que j'ai prises sur le stand tout à l'heure, comme ça, rapidement, où on voit que c'est à la mode. On veut booster votre cerveau, vous neurobooster vos équipes, etc. On vous donne même des solutions dans certains bouquins, et on vous explique même comment votre cerveau fonctionne pendant 24 heures. On va essayer de démystifier tout ça et de voir quelles sont les choses qui sont vraiment utiles, avec un fil rouge en 3 points. D'abord savoir de quoi on parle, ensuite très rapidement et très basiquement quelques petites notions sur le cerveau, et après des exemples issus de choses assez amusantes qu'on va évoquer pour ensuite arriver à la conclusion. Alors quand on parle d'agilité cérébrale, on pense tout de suite à des gens un peu particuliers. Sur YouTube, on trouve plein de vidéos sympas, notamment celle-ci. C'est un monsieur qui est capable de calculer le carré d'un nombre en 1 minute, mais pas un petit nombre. Vous allez le voir en démonstration, je donnerai les liens sur la présentation. Il est assez remarquable, et c'est surtout le voir qui est remarquable. Il raisonne à voix haute, et on voit son cerveau, enfin on entend son cerveau fonctionner à voix haute et faire son calcul donc du carré de 36 691 en 1 minute pile poil. Autre personne assez connue, Daniel Tammet, un autiste qui est en même temps un génie, à ses heures perdues, et qui a été capable de réciter les 22 514 premières décimales du chiffre pi en un certain nombre d'heures. Il s'est arrêté parce qu'il a dit c'est bon, j'ai battu mon record, je ne vais pas aller plus loin. Si on me demande de le rebattre, ou si on me bat, je le referai volontiers. Donc ça, ce sont des cas de figure assez particuliers. Et dès qu'on commence à aller un petit peu dans le domaine de l'informatique, il y a très longtemps, moi j'aimais bien les échecs, et puis le jeu de Go aussi. J'étais très déçu quand l'une de mes idoles s'est fait battre par Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, il y a très longtemps. Et on s'est dit, ça y est, c'est mort pour nous, quoi. C'est évident. Et puis l'avenir a donné raison effectivement à cette prédiction, puisque vous savez, Google a fait un logiciel d'IA qui a battu un humain. D'ailleurs, ce monsieur en question, qui était le champion du monde de la discipline de Go, a abandonné depuis. Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont fait ensuite une autre version, un master, puis un alpha qui a pulvérisé le premier à avoir battu un humain. Et là, maintenant, lui, il est en train de... il joue tout seul, en fait. Il joue avec lui-même pour se battre et apprendre, en fait, puisque c'est une IA, il est en autonomie totale, pour apprendre à battre de plus en plus vite ses propres parties. Bref. Donc là, on est dans un domaine, en fait, qui est un peu particulier, puisque là, c'est de l'IA. Mais quand on s'intéresse à des choses plus concrètes liées à l'humain, on trouve des ouvrages, par exemple celui de Stanislas Dehaene, qui dit aujourd'hui, il n'y a personne qui était capable de programmer un humain pour apprendre comme le fait un enfant. Il suffit de regarder des vidéos de certains mouvements. Bon, Disney s'est amusé à faire un robot qui fait des acrobaties, mais il ne sait faire que ça. Ensuite, on regarde un enfant qui est en train de jouer et de prendre une pièce pour la déplacer. Ce Deep Blue, c'était juste l'ordinateur. Hein. C'était un humain qui déplaçait la pièce qui était jouée par l'ordinateur. Mais si en plus, il faut que l'ordinateur joue les pièces, là c'est autre chose. Hein. On n'est pas dans un domaine où la machine est encore capable de nous battre, et surtout, un gamin de 7 ans est meilleur qu'un robot. Et je vous invite à voir la vidéo de Daniel Wolpert, justement, sur ce sujet, où il explique qu'il a fallu 1 année entière de travail d'un thésard pour imaginer comment faire, et 2 ans de plus pour programmer un robot capable d'ouvrir une bouteille, de verser de l'eau, de reposer la bouteille, de remettre le bouchon. Donc là, c'est de la motricité, on n'est plus du tout dans le même domaine qui est la puissance de calcul pure, telle qu'on la voit avec les ordinateurs. Donc on a peut-être encore une petite marge de progression pour nous. Donc ça me permet comme ça d'introduire un peu
les fondements liés à la neurophysio et au cognitif, avec notre cerveau, avec mon copain, là, Bart. Donc on a un cerveau qui est dans la boîte crânienne qui très longtemps est resté pas une boîte noire en fait. On ne s'occupait pas de ce qu'il y avait dedans, jusqu'à ce que cette matière un peu gélatineuse, je ne sais pas qui a fait de la dissection, j'en ai fait quand j'étais étudiant, c'est assez amusant de disséquer un cerveau. On ne se rendait pas compte en fait, de la complexité de ce qu'on avait dans les mains. En tout cas, moi, je me rendais, enfin, c'était quelque chose que je n'avais pas encore compris et pris conscience. Et au fur et à mesure des années, donc, dans les dissections puis cours que j'ai fait, on découvre des structures, on nous apprend en fait qu'il y a différentes parties qui ont des fonctionnalités bien particulières, et ensuite on découvre les sciences omiques. Elles font leur émergence, et dans les sciences omiques, il y en a une qui est liée à ce qu'on appelle le connectome. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est en fait une cartographie des liens qui relient les différentes aires du cerveau. Donc je ne parle pas des cellules grises, hein. Je parle des cellules blanches, les cellules gliales, on appelle ça, qui au départ étaient juste découpées au scalpel pour arriver aux zones qui nous intéressaient. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des zones fondamentales pour que le cerveau puisse communiquer chez l'humain. Et donc ces grandes zones, ce qu'on appelle la tractographie, en fait, c'est refaire les trajets de ces grandes voies de communication dans le cerveau. Là, on a tous les petits points qui sont représentés ici, qui correspondent à tous les petits points terminaux de chacune des branches blanches, qui circulent dans notre cerveau. Et quand on compare par exemple celui de Daniel Tammet, qui a décidé les 25 000 et quelques décimales après la virgule de pi, et un cerveau comme le mien, bah, clairement, moi je suis en modem 56K si vous voulez, puis lui il est en fibre optique. Bah, voilà la différence entre lui et moi, on a le même cerveau en apparence, par contre en termes de connectivité, c'est phénoménal ce qu'il a. Notamment une structure très importante qui est le corps calleux, qui relie les deux hémisphères. Et donc ce qu'on voit ici, ça c'est pour un cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert en faisant des analyses de plein de nœuds en fait, de fonctionnalités au niveau de la carte cérébrale, que les cerveaux en fait, avaient une particularité, c'est qu'ils étaient uniques. Et on a pu le montrer, par exemple, avec ce qu'on appelle l'activation du réseau par défaut. On vous met dans un appareil, un IRM fonctionnel, on vous dit ne pensez à rien. Vous pensez à n'importe quoi, du coup, hein, vous n'êtes pas capable de penser à rien. Et de penser à n'importe quoi, c'est de penser en fait, à rien de particulier. Donc de ne pas avoir une attention focalisée sur un problème particulier. Alors que si je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant bleu, on vous met dans l'appareil, systématiquement, on verra les aires justement, qui représentent l'éléphant, plus les couleurs, etc., qui vont s'activer. Vous n'êtes pas capable de ne pas penser à ça. Et donc ce codectome, ce réseau d'activation par défaut, en fait, c'est comme une empreinte digitale. Il est très spécifique à chacun. Quand on fait faire des tâches comme une lecture d'un article, etc., on arrive à identifier les cerveaux à peu près. Et quand on demande aux personnes qui participent à l'expérience de ne penser à rien, donc là ils sont en activation par défaut de leur cerveau, on arrive à retrouver, un peu comme les portraits robots qu'on ferait chez les policiers là, pour retrouver une personne qui a fait un délit, eh bien on retrouve à chaque fois, quasiment à chaque fois, 99% de réussite, le cerveau de la personne en double aveugle. Ce qui est quand même impressionnant. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a un fonctionnement qui est vraiment particulier et qui est très individuel. Et on arrive à même le montrer, je ne vais pas aller dans le détail, mais croyez-moi sur parole, sur tout le câblage qu'on est capable de mesurer. Ensuite, on prend des sujets différents, on leur fait faire des tâches similaires, on voit des différences. Et le pire, c'est quand on voit ce qui se passe chez les jumeaux, hétérozygotes et homozygotes. Même chez les jumeaux, leur cerveau est différent. Je suis marié avec une femme qui a une jumelle, et je peux vous dire qu'elles sont différentes. Et pourtant, je vous les présente, vous ne voyez que du feu, hein, par contre, la façon de penser, d'agir, etc. Mais si elles ont des similitudes, il y a quand même des différences. Donc ça se loge vraiment au plus profond de notre cerveau. Ces différences qui font qu'on est unique, ça va permettre d'introduire la partie suivante, concernant les modalités d'expression justement de ces différences et de cette agilité cérébrale. L'un de mes mentors, ça a été mon directeur de thèse, M. Berthoz, a parlé d'un concept qu'il a introduit dans les neurosciences qui s'appelle la simplexité. Donc je vous laisse lire, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de lire à votre place, je pense que vous êtes capable de le faire. Mais pour moi, le plus important, c'est ce qui est à la fin. Ce qu'on a découvert, c'est que le cerveau est avant tout un outil de prédiction. Il sert à prédire les choses, à anticiper. Ce qui fait qu'il se projette en permanence pour
essayez de trouver ce qui va se passer. Quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un, faites l'exercice une fois, hein, vous êtes en train d'écouter quelqu'un, vous êtes déjà en train de finir la phrase qu'il a commencée. Quelquefois, ça fait des petites discussions un peu tendues, parce qu'on n'avait pas envie de dire ça, et l'autre a cru qu'on allait dire ça. Et il a coupé la phrase, et puis il est en train de continuer le raisonnement que vous n'avez pas fini, et qui est faux, qui est erroné. Donc ça, c'est un avantage, et ça peut être un inconvénient. Par contre, ce qui est intéressant, dans cette notion de simplicité, c'est que c'est une façon d'aborder le complexe, ce qu'on vit au jour le jour, en essayant de trouver de nouvelles façons de gérer un problème. Et ça, c'est intéressant parce que le cerveau, il est fait pour ça. C'est notre outil d'adaptation à l'environnement. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'Henri Laborie. En 1965, il a écrit un bouquin que j'ai lu, c'est mon année de naissance, donc on me l'a offert. Et justement, il disait ça, c'est que le cerveau, c'est notre premier outil d'adaptation à l'environnement, et notamment à la complexité de l'environnement. Et c'est ça qui nous permet de trouver des solutions rapides, élégantes, ça j'aime bien ce mot, et efficaces. Ça, c'est le plus intéressant. Donc quand on parle d'agilité, on prend des enfants, par exemple, on leur fait faire des tests. Alors les vidéos sont sur YouTube, hein, vous pouvez les voir si vous voulez. C'est un truc tout simple, hein. On a une sphère, très simple, avec des objets qui bougent de façon aléatoire. Ensuite, on la masque, et ensuite, il y a un objet qui tombe. Et on regarde la réaction de l'enfant. Est-ce qu'il est surpris ou pas? Et en fonction du résultat, est-ce que c'est un objet, par exemple, qui est de la couleur qui est présente ou non dans le réceptacle? On voit le temps de réaction qui est plus ou moins long. Et là, on voit que l'enfant, sans aucune notion de statistique, est déjà en train de calculer des probabilités. Pourquoi? Parce que s'il voit, par exemple, 3 objets jaunes, un rouge, et qu'il y en a un qui tombe qui est le jaune, bon, c'est normal. S'il y a un rouge qui tombe, il dit c'est pas normal. Bon, il le voit quand même, hein, mais il dit c'est pas normal. Le pire, c'est quand on montre des choses comme ça. Il y a ici donc 2 parties dans le réceptacle, ce coup-ci. On masque la partie qui est ici. Un objet tombe. Si c'est la couleur qui est ici, il dit pas de souci. Par contre, si c'est la couleur qui est au-dessus, donc qui est isolée de l'autre, il dit ah, il y a un souci. 3 à 5 ans. Ce ne sont pas des statisticiens. Hein. On peut continuer comme ça les expériences. Le pire, c'est cette expérience-là avec des enfants de 8 mois. Vous prenez donc un expérimentateur qui a une boîte. Il sort les objets de la boîte les uns après les autres, des billes. Des billes rouges, et puis tout à coup il y en a une qui est blanche, et puis il continue. Et on voit le résultat qui est ici. À la fin, il y a plus de billes rouges que de blanches. Logiquement, on peut en déduire qu'il y a une boîte avec plus de billes rouges que de billes blanches. Le problème, c'est quand on montre ça à l'enfant de 8 mois. Et là, le chercheur qui fait cette expérience pour la première fois, il dit bah, j'ai un scoop là. J'ai un bébé qui est statisticien et il fait des statistiques bayésiennes. Il travaille sur des probabilités d'événements, il les calcule et il voit quel est le poids de chacune et quel sera le plus plausible en tant que réponse. C'est un truc fou. Hein. En ce moment, il y a Stanislas Dehaene, justement, qui est professeur au Collège de France, c'est son cheval de bataille. Il travaille là-dessus avec plein de chercheurs pour essayer de comprendre comment un enfant si jeune, un cerveau si immature, est capable de faire des opérations aussi complexes. Je vous invite à voir cette vidéo, justement, qui est très très bien, qui explique bien cette statistique bayésienne et qui est en fait déjà présente dans notre cerveau. La littérature abonde justement de ce type de phénomènes cérébraux. C'est-à-dire que l'agilité, elle est dans plein de secteurs, dans plein de domaines. Là, je vous ai montré celui-là parce que je l'aime bien avec le bébé. Mais celui où on a le plus de soucis, c'est les prédictions. Et j'ai un autre maître, dans notre domaine, qui a dit un truc très intéressant, qu'à l'avenir, c'est difficile à voir parce qu'il est toujours en mouvement. Et tant mieux, parce que justement, le cerveau, il est capable de faire ça. D'où l'idée de certains de commencer à s'intéresser donc à la façon dont le cerveau est construit et de vérifier si il serait possible de booster, on l'a vu tout à l'heure, neuro-booster votre cerveau ou votre équipe. Ben, il y a un monsieur qui a fait un travail remarquable, qui est en fait un élève d'un ancien chirurgien du cerveau. Son ouvrage ici est très éloquent justement sur le niveau de recherche qu'on a atteint aujourd'hui. Il fait des opérations à cerveau ouvert avec le patient conscient. Le patient est conscient pendant l'opération du cerveau.
C'est-à-dire que il y a un gliome, par exemple, un cancer du cerveau, des cellules gliales. Donc la personne on l'endort au départ, un petit coup de circulaire pour enlever le crâne. Ensuite, on la réveille. Et après, il commence à mettre des petits marqueurs en disant qu'est-ce que vous ressentez à tel endroit. Est-ce que vous êtes capable de parler, nanana. Et puis il met des marqueurs. Et après, il va enlever toute la partie un peu cancéreuse et essayer de garder le maximum de cerveau non atteint. Et donc les marqueurs qu'il met, c'est justement pour n'enlever que les parties qui sont touchées. Il est même capable, à un moment donné, c'est écrit dans son ouvrage, il y a une traductrice, je ne sais plus combien elle parle de langue, peut-être 11 ou 12. Il demande quelle est la langue que vous voulez conserver. Elle est surprise, elle dit oui, parce que je vais vous faire parler et je vais mettre les marqueurs aux endroits où on va voir que plutôt cette langue-là est touchée par le cancer ou pas. Et ils font le test et ça marche effectivement. Et alors, elle voulait le caler de français, je ne sais plus quelle langue, aussi le russe, je crois. Et il a réussi à conserver ces deux langues grâce à cette opération. Et ce qu'il arrive à montrer en fait dans son ouvrage, dans ses expériences, dans ses interventions chirurgicales, c'est qu'il y a un mythe qu'il va faire vite tomber, c'est justement ce neurodoping. La preuve, et là, on a tous des cerveaux différents. C'est impossible d'avoir en fait un appareil qui serait universel et qui permettrait de doper nos cerveaux. Donc, il y a une petite revue de synthèse qui est publiée en avril 2019, ça tombe bien, ça fait pas longtemps, qui justement le montre. Et donc tous ces appareils qu'on voit fleurir sur Internet, issus de docteurs, chercheurs, etc., qui ont fait ces expériences et qui veulent profiter, bien sûr, bénéficier de leur travail et en vivre, pourquoi pas, eh bien, malheureusement, on n'a aucun travail qui arrive à des données vraiment claires, nettes et précises en termes de dopage sur le cerveau. Donc on aura du mal à augmenter notre agilité cérébrale, en tout cas avec ces outils. Donc ce sont des héritiers de ce monsieur, Penfield, qui a été le premier au monde à justement montrer ces différentes zones du cerveau qui avaient certaines utilités. Mais la recherche avançant, les zones pour certaines personnes sont à tel endroit, puis à tel autre endroit pour une autre personne. Donc on ne peut pas isoler de façon stricte les zones où on pourrait stimuler les cerveaux. Un autre aspect qui est sympa dans cette agilité cérébrale, c'est ce qu'on appelle le brain-to-brain coupling. C'est un monsieur, Uri Hanson, qui a travaillé sur la façon dont le langage affecte le fonctionnement du cerveau. Pour lui, c'est un outil qui permet de créer des choses et de partager des choses. Donc il part du principe que lorsqu'on a un stimulus qui stimule le cerveau, ou avec lequel le cerveau est synchronisé, on met un métronome par exemple, quand on est musicien, moi je suis musicien, je mets un métronome pour me donner une cadence de jeu, et je joue mon morceau au saxophone, au piano, peu importe, avec cette cadence-là, donc je me cale dessus, je me mets en phase avec. Lui, il s'est posé la question, est-ce qu'on peut avoir la même chose avec des cerveaux? Est-ce qu'on peut les mettre en phase? Et donc son idée a été testée, et le principe, il est très simple. Il y a une personne qui parle, donc quand on crée des phrases, donc le cerveau s'active d'une certaine façon, ça on peut le lire, on peut le voir en live, et on regarde de l'autre côté ce qui se passe au niveau de la personne qui écoute. Maintenant, est-ce que ça se passe pareil des deux côtés? Donc on a ces signaux qui vont partir, et l'idée de vérifier si oui ou non les aires qui sont stimulées ici par le speaker, enfin la personne qui parle pour communiquer avec les autres, va stimuler les mêmes zones chez les personnes qui vont l'écouter. Donc on a des gens qui sont dans un IRM fonctionnel, un texte est enregistré, ils sont en attente ici, donc là c'est un peu le bazar, il y a plusieurs cobayes qui sont listés ici, c'est un peu le bazar, on ne voit rien là. Et ensuite la bande-son commence à émettre dans l'appareil, et ce qu'on voit c'est que au moment où la bande-son émet les sons, donc une histoire qui est racontée par un acteur, eh bien, on voit que tous les signaux se synchronisent. De la même façon, chez les 5 personnes qui sont passées les unes après les autres dans l'appareil. Donc elles entendent le même texte et on voit qu'elles se synchronisent de la même façon. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous ne savez pas, mais je suis en train de manipuler vos cerveaux, et vous avez tous les ondes cérébrales qui donc, sont en train d'écouter ce que je raconte, et qui sont toutes en phase, parce que le débit, la hauteur, le vocabulaire, etc., donnent des impulsions électriques qui font que votre cerveau est en train de calquer ce que je suis en train de dire pour essayer de comprendre ce que je dis, tout simplement. Donc vous vous mettez en phase avec ce que je raconte, ou je vous mets tous en phase pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre, et ça marche plutôt bien.
Donc ça, c'est comment dire, la synchronisation qu'il a montré et qui marche systématiquement avec toutes les publications qu'il a faites. Et c'est indépendant en fait de la langue. Quelles que soient les langues parlées, quelles que soient les personnes avec qui il a fait l'expérience, ça marche. Ce n'est pas une question de français, allemand, etc. ou russe. Quoique je parle un petit peu, j'aurais peut-être pu participer à l'expérience. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est vraiment le fait que c'est universel. Ça veut dire qu'on est capable de se synchroniser les uns avec les autres quand on est en train de communiquer. Autre aspect qui découle de ça, c'est le fait qu'on ait découvert, plusieurs intervenants d'aujourd'hui en ont parlé, qu'on avait des cerveaux qui étaient imparfaits, qui avaient des biais. Et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui me demandait quel livre prendre tout à l'heure, sur la table pour pouvoir m'éduquer un petit peu en neurosciences. Je lui ai dit, je ne sais pas trop de quoi tu as besoin, etc. Donc on discutait un peu, puis je lui ai dit, il y en a un qui était pas mal, que j'ai bien aimé, c'est celui-là, c'est bien vulgarisé. Celui-là, c'est rigolo, c'est un YouTuber aussi qui est un docteur en neurosciences. Et celui-là est sympa parce qu'il y a aussi un aspect business, donc il intervient dans les entreprises pour expliquer quels sont les biais qu'il pourrait y avoir dans le fonctionnement d'une entreprise. Et tous ces livres qui montrent que nos cerveaux sont imparfaits, en fait, la solution qu'on a trouvée pour corriger ces imperfections, c'est simplement l'intelligence collective. Pourquoi? Parce que si on s'amuse à vous profiler, à savoir, en gros, ce matin d'ailleurs, certains ont participé à une séance de profiling, si on vous montre comment votre cerveau fonctionne. Avec ce fonctionnement, on sait qu'il y aura certains types de biais qui seront plus fréquents chez vous que chez d'autres personnes. Ça veut dire que quand vous avez un problème à résoudre, votre façon de le résoudre sera biaisée avant même de commencer à réfléchir au problème. Le cerveau, il est comme ça. Donc pour éviter ça, d'avoir plusieurs cerveaux, en fait, ça annule les biais de chacun, puisque collectivement, on n'a pas tous les mêmes biais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités et pas tous les mêmes cerveaux. Et c'est comme ça qu'on a compris l'importance de l'intelligence collective qui a été à de nombreuses fois mise en avant aujourd'hui. En conclusion, je suis quand même assez efficace. Ce qui ressort de tout ça, c'est de prendre soin de votre cerveau. C'est votre outil de travail, c'est ce qui vous permet d'être là aujourd'hui, d'être en capacité de peut-être comprendre ce que j'ai dit, j'en sais rien. Mais surtout, il y a tellement de facteurs d'influence aujourd'hui que ce que j'ai pris comme thématique, l'agilité cérébrale, elle est fondamentalement liée au contexte. Ça a été dit encore tout à l'heure, à 14h, je crois que c'était, c'est l'intervenant de 14h. Le contexte, la complexité dans laquelle on vit, a une influence directe sur notre capacité à être agile cérébralement. Donc, je vous ai mis des photos des messieurs qui m'ont beaucoup influencé. Stenger, c'était tout ce qui est complexité dans les phénomènes chimiques, mais qui sont aussi dans le cerveau. Ce qui permet de donner deux lignes directrices pour se projeter, ce que le cerveau est capable de faire. Toutes les petites perturbations, donc, comme on dit souvent, on filtre un signal pour enlever les choses qui sont un petit peu trop hautes, trop basses, pour avoir un signal moyen. Ça permet comme ça de mieux se projeter. Et malgré tout, il faut essayer de ne pas tomber dans le piège de croire après qu'on a trouvé la solution, donc la prédiction, ne pas la confondre avec une prévision. Okay, c'est ce que souvent on fait avec la météorologie, on pense que c'est une science exacte. Non, ils sont sur des modèles qui sont très complexes de l'atmosphère, et donc ils ont le droit de se tromper sur une prédiction en faisant leur prévision. Il y a une marge d'erreur. Nous aussi, on a des marges d'erreur, ça s'appelle les biais cognitifs. Donc il faut les intégrer dans notre façon de fonctionner. D'où l'idée, ici, que je résume en 5 points, qui permet d'essayer de gommer un petit peu ces imperfections de nos cerveaux, en fait, de notre façon de fonctionner, qui sont tout à fait vérifiées aujourd'hui sur le terrain. Alors j'ai mis à votre sportif, parce que ça peut être aussi avec manager, enfin n'importe qui, le mouvement, et j'en conclurai en fait là-dessus, le mouvement fait partie des choses qui sont aujourd'hui comme, enfin, pas connues, mais en tout cas recommandées, pour essayer de booster le cerveau. On sait que le mouvement,
stimule le cerveau à tout âge. On est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis comme en ce moment. Vous auriez été debout, à marcher, à m'écouter, vous auriez retenu presque 50% de plus de ce que j'ai raconté par le mouvement. C'est énorme, hein? J'ai testé ça avec mes stagiaires dans mon école, ça marche tous les ans, ils sont bluffés, hein. Quand je leur dis, on fait une synthèse, hein, je vais me parler pendant 1 heure, on fait une synthèse. On refait 1 semaine plus tard un autre cours, par contre ils peuvent bouger, un cours plus complexe, eh bien, ils retiennent beaucoup plus, la moitié de plus, hein, 50% de plus de ce qu'ils ont retenu sur le premier cours. Donc c'est énorme. L'alimentation, aujourd'hui, il y a plein de livres sur l'alimentation et son impact sur le cerveau, notamment sur les oméga, qui sont très souvent cités, les 3, oméga 3, mais pas que. Tout ce qui est graisse, en fait, est vachement intéressant pour le cerveau parce que votre 90% du cerveau, c'est de la cellule blanche, c'est de la graisse. Vous connaissez peut-être le nom de la myéline. La myéline, c'est la gaine qui entoure les câbles, en fait, les neurones. Et c'est de la graisse. Et donc, par exemple, le cholestérol, là, on tombe sur une polémique, mais quand vous prenez des statines, vous baissez le cholestérol, eh bien, les gens deviennent débiles. Pardon, déments, la démence sénile. Chez les femmes, on voit qu'ils ont plus de dépression, plus d'anxiété, etc. C'est-à-dire que les graisses sont fondamentales pour le fonctionnement cérébral. On les supprime de l'alimentation, on voit qu'il y a des problèmes psychologiques. Donc, l'alimentation a un impact direct sur votre qualité de fonctionnement. N'allez pas manger des pizzas tous les midis. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas de la bonne graisse, on va dire. C'est plus de sucre que de la graisse. L'huile d'olive et ça pas. Et puis il y a un aspect qu'on avait complètement oublié, c'est on est des êtres sociaux, on est bon quand on est ensemble, et surtout quand on est à 2, par exemple pour faire un bébé, c'est plus facile, donc déjà rien que ça c'est sympa. Mais surtout ce collaboratif crée en fait la sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'ocytocine, et dont on a vu que son impact était énorme sur la façon dont les gens réussissent à collaborer. Quand les gens s'apprécient beaucoup, quand ils se parlent, et l'intervenant d'avant justement a montré des exemples où les gens ne se parlaient pas, et bien quand ils se parlent entre eux, l'ocytocine est plus présente, et là, cette relation-là fait que là, il y a un vrai boost biologique dans le cerveau. Quelques ouvrages, bon, ça c'est un que j'ai réécrit il n'y a pas longtemps, celui de Braveman, et puis celui il est paru cette année, celui-là pareil, où il fait un petit bilan de ce qu'on sait à peu près sur la nutrition et le cerveau. Donc le mouvement, le sommeil aussi, je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais ça fait partie des choses très importantes, donc l'hygiène classique, l'activité physique et les relations humaines. Et pour conclure, donc, Monsieur Stephen Hawking a dit quelque chose qui résume bien ce que j'ai dit jusqu'à présent. Nous sommes tous imparfaits, surtout tous différents, et c'est ça qui fait qu'on est aussi forts ensemble. Voilà, je vous remercie.